On en a rêvé des années. Il a fallu 36 mois pour le construire. On l'a devisé à 17 millions. Élèves et professeurs ont pu emménager au printemps de l'an dernier. Le voici, le nouveau bâtiment que la Chaux-de-Fonds a offert à ses grands gymnasiens. Ailleurs, on dirait lycéens ou collégiens. Ce gymnase reflète assez exactement le goût qu'on veut avoir du progrès et de la perfection au pays de la technique et de l'exactitude. 320 élèves, garçons et filles, âgés de 15 à 19 ans. Rappelons que le gymnase de la Chaux-de-Fonds est mixte depuis plus d'un demi-siècle. 3 sections, littéraires, scientifiques, pédagogiques, qui conduisent au baccalauréat ou au diplôme. L'enseignement est gratuit, mais le matériel scolaire est en principe à la charge des élèves. Une particularité, pas de notes chiffrées pour l'évaluation des travaux et des mérites, mais une gamme d'appréciations et de mentions. Un gymnase tout neuf dans notre vieille société, est-ce un aboutissement ou un nouveau départ? Et si oui, vers quoi? Alors, sinus 2pi. Vous avez trouvé 0, moins sinus 0, puis vous avez trouvé aussi 0. Est-ce que ça vous étonne, ça? Non. Si vous vous représentiez la chose entre 0 et 2pi, supposons que j'ai pi ici, 2pi ici, si vous représentiez la fonction sinus, elle vaut combien en 0? Comme vous m'avez dit, 0 à pi, 0 à 2pi, 0 à pi sur 2. Hein? Donc voilà, en gros, je ne vous la propose pas comme modèle, le graphe de sinus x. Et puis l'intégrale représenterait, de 0 à pi, l'intégrale représenterait quoi? Si j'intégrais de 0 à pi, la fonction, bon, je vous dessine sinus. C'est cosinus qu'on doit dessiner. Alors à 0, 1 à pi. 0 à pi. 1. Écoutez, réfléchissons. Je me laisse influencer. À 0, la fonction cosinus vaut 1. À pi sur 2. 0. À pi. Moins 1. À 3 pi sur 2, 0. Et à 2 pi, 1. Alors, je la dessine pas beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Alors, si j'intégrais de 0 à pi sur 2, qu'est-ce que représenterait l'intégrale de 0 à pi sur 2? Géométriquement. Ben, l'air. Voilà. Et puis ici, si j'intégrais de pi sur 2 à 3 pi sur 2, ça représenterait quoi géométriquement? L'air, mais côté négativement. Donc, ça ne représente pas géométriquement l'air, mais c'est la valeur absolue qui représente l'air. Voilà. Et puis ici, vous avez aussi l'air. Alors, du point de vue géométrique, l'air n'est pas nul, bien sûr. Seulement, pourquoi est-ce que nous trouvons 0? C'est parce que nous avons négligé de prendre les valeurs absolues entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, ce qui fait que les airs étant équivalents, compter une fois positivement et une fois négativement, ça annule. Donc, c'est en ordre, on doit trouver 0. Même dans une classe de lettreux comme ici, il faudrait aller plus loin encore dans les maths. Pour un type qui rentre en médecine, je crois qu'il faudra aller plus loin. C'est une gymnastique de l'esprit aussi qui n'est pas mauvaise. Oui, c'est très intéressant, ça. Sans aucun doute, mais au bout d'un moment, c'est du bourrage de crâne. Parce que nous, c'est pas ce qu'on recherche, quoi. C'est pas tellement de se perdre dans des calculs. J'en ai déjà parlé avec les enseignants. Ils trouvent aussi que les maths ne vont pas assez loin encore. Je sais pas, mais je crois que mon MJ est un peu d'accord aussi. Je dis, j'ai des amis qui sont entrés à l'université, puis ils m'ont dit qu'ils étaient perdus en physique, puis en maths. Mais ils avaient fait le gymnase littéraire. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un saut entre... Mais de toute façon, le gymnase littéraire n'est pas censé préparer pour la physique. Oui, ça c'est clair. C'est clair qu'ils ont des difficultés. Mais vous avez l'impression aussi qu'on ne va pas assez loin dans l'enseignement des maths ici? Écoutez, les élèves qui font ensuite le gymnase littéraire sont destinés à différentes disciplines. On ne peut pas les préparer dans chaque discipline comme dans la spécialité future. Est-ce que vous allez plus loin avec les scientifiques en mathématiques? Oui. Moi, je n'ai pas de classe scientifique. Sauf que je ne peux pas vous dire exactement, ils font beaucoup plus de choses, oui. Mais ce sont des élèves littéraires.
Alors certains trouvent qu'on les prépare trop bien et d'autres qu'on ne les prépare pas suffisamment, suivant l'option qu'ils choisissent par la suite. Tony is going to play football. Tony is going to play football. What are you doing tomorrow, Tony? What are you doing tomorrow, Tony? Tomorrow I'm going to play soccer. Tomorrow I'm going to play soccer. Do you usually play football on Sundays? Do you usually play football on Sundays? Not usually. Not usually. But tomorrow there's going to be a match. Und nun in diesem letzten Teil, den wir jetzt eben miteinander lesen, träumt Beckmann von jenen Personen, die ihn verstoßen haben, nicht wahr? Und dort waren wir eben in der letzten Stunde stehen geblieben. Wollen Sie bitte Ihre Bücher aufschlagen? Bei mir ist es Seite 54, oben. Bei Ihnen, in Ihrer Ausgabe? Beim Wort Oberarzt. Oberarzt. Beckmann sagt nämlich, und jetzt sitzen Sie hinter Ihren Türen, Herr Studienrat, Herr Direktor, Herr Gerichtsrat, Herr Oberarzt. Es spricht also Beckmann. Und wollen Sie vielleicht weiterlesen, was Beckmann jetzt sagt? Bitte, Erwin. Jetzt hat uns keiner hingeschickt. Ja, Nein, keiner. ja, einen Augenblick. Jetzt hat uns keiner hingeschickt, und zwar wohin? Wohin ist es hier gemeint? Wohin? Bitte? In den Krieg, an die Front. Bitte weiter. Alle sitzen sie jetzt hinter ihren Türen. Und ihre Tür haben sie fest zu. Und wir stehen draußen. Und von ihren Kathedern und von ihren Sesseln zeigen sie mit dem Finger auf uns. Ja, haben Sie das Wort Katheder verstanden? Uncle John will come tomorrow. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement, un premier exercice? Alors, vous retournez, puis je m'en vais vous expliquer ce que vous devez faire, d'accord? Oui, d'accord. To tea. So long, Tony. So long, Tony. Tony's going to play football. Drill number 1. Pattern A. Mrs. Black will come to tea. Donc, ça, c'est la phrase que vous avez. Mrs. Black will come to tea. Vous devez transformer la phrase. Alors, de la façon suivante, écoutez l'exemple. Go on. B. Mrs. Black's going to come to tea. Ah oui. Donc, vous devez changer la forme du futur. En Oui. will. Donc, de will en is going to. Écoutez le deuxième exemple. Comment se présente maintenant un exercice sur une bande magnétique? Vous aurez tout d'abord une introduction à l'exercice qui sera donnée sur une certaine distance. Puis, l'élève entendra une première question qu'on appelle stimulus, une incitation à répondre donc. Sur sa piste élève, nous avons un blanc qui permet d'insérer la réponse. Cette réponse peut être correcte ou incorrecte. Nous avons, au cours de la troisième phase sur la piste maître, la réponse correcte. Et dans une quatrième phase, l'élève a non seulement la possibilité, mais le devoir de répéter cette réponse correcte, même s'il a
donner une réponse juste déjà la première fois. Répétition de la réponse. Nous avons donc une séance à 4 phases qui peut se répéter un certain nombre de fois pour constituer un exercice. Certaines bandes se composent simplement de 2 phases lorsque les stimuli sont simples. À titre d'illustration sonore, nous allons vous faire passer une bande de travail. There is bread and butter for supper. Réponse élève. There's bread and butter for supper. There is bread and butter for supper. Sandwiches. There are sandwiches for supper. Élève. There are sandwiches for supper. Correction There are maître. sandwiches for supper. Et correction élève. There are sandwiches for lunch. Etc. There are sandwiches. Vous avez fait, je crois, du laboratoire de langue à côté des leçons traditionnelles. Est-ce que vous avez l'impression que ça facilite l'acquisition de la langue? Écoutez, je n'en ai fait qu'un trimestre, il faut le dire. Je n'étais pas dans ce collège, alors je n'en ai qu'une impression très légère. Je crois que c'est très utile pour développer la langue, pour comprendre surtout. En tout cas, moi, personnellement, j'ai énormément de peine quand un professeur me parle, soit en allemand, soit en anglais. Et grâce au laboratoire de langue, ça exerce l'oreille. Et ça exerce, on apprend des mécanismes, et c'est le seul moyen pour les apprendre vraiment, à moins d'aller dans le pays, d'apprendre la langue dans le pays. Si on commence le gymnase avec du laboratoire de langue, c'est utile. Mais au stade où on en est, on doit plutôt faire du bachotage, c'est quand même notre but. Et puis je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu inutile parce que les petits mécanismes qu'on a au laboratoire, on les a déjà plus ou moins acquis en 6 ans d'allemand. Est-ce que le laboratoire de langue supprime au moins partiellement les leçons traditionnelles? Certainement dans une large mesure, mais dans notre école, il est surtout employé comme soutien de l'enseignement traditionnel. Les structures grammaticales étudiées en classe sont renforcées au laboratoire de langue et le travail qui se fait au laboratoire de langue est surtout différent dans ce sens que les élèves travaillent individuellement à leur propre rythme, ce qui n'est pas possible dans l'enseignement traditionnel. Deuxième élément, on essaye de les rendre juges de leur propre travail, puisqu'ils peuvent revenir en arrière, écouter ce qu'ils ont fait, prendre une distance critique par rapport à leur travail. L'enseignement par le truchement du laboratoire est surtout important au début de l'acquisition d'une langue. C'est-à-dire qu'il permet d'imprégner l'élève de façon complète dans la mesure où on lui donne, où on lui fait subir plusieurs séances de laboratoire dans un temps très réduit. Et alors, il est imprégné de la langue, il est imprégné des mécanismes de la langue, et c'est très utile. Par la suite, au niveau où nous en sommes, c'est-à-dire au moment où les élèves ont déjà 4 à 5 ans d'allemand derrière eux, ça n'a pas la même valeur. Cela sert encore à fixer certains automatismes, cela améliore leur prononciation, mais ça n'a pas le même don d'imprégnation qu'au début, et surtout dans la mesure où il n'y a qu'une heure de laboratoire par semaine et par langue. Est-ce que pour vous, le professeur, ça a changé quelque chose à la technique d'enseignement? Cela a changé quelque chose à la technique dans la mesure où nous pouvons, par le truchement du laboratoire, faire un certain nombre d'exercices qu'autrefois nous devions faire en classe, et cela peut éventuellement gagner du temps dans la mesure où on n'est plus obligé de rabâcher en classe un certain nombre d'exercices qui se font automatiquement par le truchement du laboratoire. Asseyez-vous. Alors, vous en étiez resté ad portas prosequantur, fin du premier paragraphe. J'aimerais que nous reprenions exactement à 9.22. Hermann, vous lisez puis vous traduisez, s'il vous plaît.
Quancam quid locor, te ut ulares frangat, te ut usquam te corrigas, te ut ulam fugam meditere, te ut ulum exilium cogites. Vous avez fait une petite faute de lecture. Ce n'est pas te ut ulum exilium, mais tu ut ulut. Hein? J'aimerais vous demander quelque chose. Vous êtes d'accord que nous sommes ici dans un moment très pathétique puisqu'on est en fait presque devant un coup d'État, hein? Alors j'ai l'impression que Cicéron, s'il avait parlé comme vous venez de le faire, toute l'Assemblée aurait roupillé, ou bien tout le monde aurait pris le parti de Catilina et aurait lynché mon Cicéron, mais en tout cas, il n'aurait pas remporté l'adhésion du Sénat. Hein? Alors essayez d'y mettre un petit peu de vie, puisqu'enfin pour Cicéron c'était sa langue maternelle comme le français est la vôtre. Alors allez-y, reprenez s'il vous plaît. Et ne me faites pas dormir. Quancam quid locor, te ut ulares frangat, te ut usquam te corrigas, tu ut ulam fugam meditere, tu ut ulum exilium cogites. Vous traduisez s'il vous plaît. Cependant, que dis-je? Est-il possible que quelque chose te brise, que tu te corriges en quelque chose, que tu médites quelque fuite, que tu penses à quelque exil? Oui, que tu médites quelque fuite. Méditer une fuite, je n'aime pas tellement. Tu songes? Que tu songes à quelque fuite, que tu prépares quelque fuite, d'accord? C'est frangat, corrigas, meditere, cogites. Ce sont quel mode et quel temps? Subjonctif. D'accord, quel temps? Présent. Subjonctif présent, oui. Schweitzer, vous les expliquez comment ces subjonctifs présents? C'est des irréels. Les irréels. Vous avez déjà rencontré souvent l'irréalité exprimée par le subjonctif présent. Vous êtes pour la réforme du latin, vous? Je vois pas. Qui peut me répondre? Mireille. Un potentiel? C'est un potentiel, oui. L'irréalité s'exprime par quel mode? Par le subjonctif imparfait. Subjonctif imparfait, n'est-ce pas? Bien, j'aimerais que nous nous arrêtions 2 secondes sur ces différentes hypothèses. Hein? La réalité, vous l'exprimez comment? Hypothétique réel. Donc, s'il neige, je ne sors pas. Hein? Vous utilisez quel indicatif, oui, et quel temps? Indicatif présent, oui. On aura donc hypothétique réel, indicatif présent. Est-ce que j'ai toujours à tout coup le présent? Est-ce que je n'ai pas d'autre possibilité que le présent? Alors, je vous ai donné tout à l'heure la petite phrase « S'il neige, je ne sors pas ». Mais je la peux concevoir de 2 façons. Soit je ne sors pas au moment où la neige est en train de tomber. Donc là, j'ai simultanéité. Mais je peux aussi dire « Je ne sors pas parce qu'il a neigé, parce qu'il y a de la neige ». Donc là, j'aurai antériorité. Et cette antériorité, je la marquerai comment, Herman? Par un subjonctif passé. Par un subjonctif passé, parce qu'on vient de voir qu'on avait le subjonctif. Un indicatif. Un indicatif passé, n'est-ce pas? Donc, indicatif présent, passé, si on a l'antériorité. Hein? Bien. Je m'éloigne maintenant toujours plus de la réalité et je passe au stade suivant qui est la probabilité. Hein? Bon, messieurs, la leçon d'aujourd'hui est un petit peu spéciale dans la mesure où c'est en même temps une illustration du cours de physique et en même temps un travail que nous menons en collaboration avec le centre audiovisuel de la maison. Vous remarquez donc de chaque côté, c'est la raison pour laquelle je vous laisse un peu derrière, les 2 caméras électroniques que vous voyez derrière vous et qu'elle va être mise sur magnétoscope, conservée dans nos archives et qu'elle pourra ensuite être diffusée à une autre classe. Le son donc, à part cela,
qui se présentera. De la même manière, nous allons illustrer aujourd'hui une partie du cours de mécanique concernant les collisions que nous avons traitées théoriquement. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est illustrer les problèmes de collision que nous avons traités en classe à l'aide d'un système un petit peu particulier puisqu'il permet de travailler sans frottement. Nous avons ici un rail percé d'un nombre de trous assez considérable, rapprochés les uns des autres. Dans le rail, nous insufflons de l'air à haute pression, lequel air, sortant par les trous que vous pouvez voir depuis vos places, va soulever le chariot et lui permettre de se déplacer sans frottement. Alors, démonstration, le chariot est actuellement pratiquement sans frottement. Il se balade à peu près totalement librement. Il est renvoyé à l'extrémité du rail par un ressort. Il nous revient, ce qui nous permet donc d'étudier les mouvements en nous débarrassant de cette contrainte habituellement ennuyeuse des frottements. Alors, première illustration, correspondant à un calcul que nous avons mené, nous allons réaliser un choc élastique avec deux chariots de mobiles de même masse, le premier étant immobile, sensiblement immobile, et vous vous souvenez très bien du résultat. Si vous ne vous en souvenez pas, l'expérience va vous le rappeler. Le premier chariot est arrêté après la collision, le deuxième part avec une vitesse qui est celle que le premier avait, etc. Il est possible, bien entendu, de varier les positions et les vitesses respectives. Nous pouvons, par exemple, envoyer les deux chariots l'un contre l'autre avec des vitesses sensiblement analogues, et nous avons les deux termes moins mv qui apparaissent sur chacun des deux mobiles, comme vous vous en souvenez. Il est peut-être intéressant de voir ce qui se passe si maintenant nous examinons un choc avec deux chariots de masse inégale, l'un ayant une masse 2 fois plus grande que l'autre, ou alors, bien entendu, le résultat va différer un peu. Le transfert d'impulsion ne sera pas total d'un chariot à l'autre. Le chariot le plus léger va rebondir. Expérience en sens inverse, ou alors les deux chariots vont partir dans le même sens. Le chariot le plus léger étant immobilisé. Nous avons le résultat qui correspond également au calcul que nous avons pu mener. Voilà, je ne sais pas si sur cette première démonstration, vous avez une question ou l'autre à poser. Démonstration qui confirme donc parfaitement l'analyse mathématique du problème que nous avons pu faire ensemble. Ce n'est pas le cas. Nous pourrions donc pas... Oui. Sur le dispositif là, alors on a un moyen de mesurer les vitesses de passage. Oui, il y a un moyen de mesurer les vitesses de passage que je n'ai pas monté aujourd'hui, mais qui est extrêmement simple. Il suffit, à l'aide d'une cellule photoélectrique, d'interrompre un faisceau lumineux, ce qui permet de mesurer la vitesse du passage extrêmement facilement, pour autant que l'on dispose bien sûr d'un compteur électronique qui permet de mesurer au moins au millième ou au 10 millième de seconde si on veut une précision un peu satisfaisante. J'aimerais que ce soit très très calme. 3. Still ist die Nacht des ruhen die Gassen, still ist die Nacht des ruhen die Gassen. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. Dans la plaine n'est un bruit, c'est la laine de la plus fort en anglais. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. Hilt coming home, mit Da steht doch ein Mensch und starrt in die Höhe. Prophets die, think of evil. Da steht doch ein Mensch und starrt in die Höhe. Prophets die, think of evil. Oui, attendez, on recommence ça. Le Luctantes commence plus doucement, plus... Luctantes, ventos, tempest. L'île d'Elbe, je pense que vous savez où elle se trouve. Qui peut me le dire? La situation, approximativement, est-ce que ça fait partie de la Grèce? Ou l'Italie? De quel côté de l'Italie? Ou en bas? C'est au bord de l'eau, c'est en bas. Méditerranée, bien entendu, ça pourrait pas être autre chose. Est-ce qu'elle se trouve dans une dépendance de la Méditerranée qui aura un nom particulier? Vous savez qu'il y a la mer Ionienne, la mer Égée, que sais-je, quoi encore?
Cette partie qui se trouve à peu près entre la Sicile, la Sardaigne et l'île d'Elbe et le continent. Non? La mer Tyrrhénienne. Bien. Ça se trouve à peu près de quelle ville du continent? Italien. Sud ou nord ou centre? Au large de Rome? De Gênes? Oh, c'est plus au sud que Gênes. À peu près, plus au nord que Florence. Ça fera à peu près entre Livourne et... Alors, Piombino est le port d'embarquement. À peu près entre Livourne et La Spezia. Voici l'île. Que peut-on dire de sa forme? Elle est très découpée, très déchiquetée. J'ai ici quelques chiffres. La superficie est de 224 km², avec une longueur de côte de 147 km². C'est donc énorme par rapport à la surface. Le port d'embarquement, donc Piombino, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord-est de ce point-ci. Le principal port qui est ici s'appelle comment? Son nom fait allusion à une ressource minière de l'île. Dites-moi, vous sortez de la leçon de géographie. On a un peu l'impression que c'était une leçon sans passion. En effet, c'était harassant. Oui, c'était long. Surtout, c'est juste avant le dîner. Pourquoi ça ne vous intéresse pas, la géographie? Vous n'aimez pas ça? C'est dépassé? Si, qu'on aime bien. On aimerait faire des choses plus pratiques. La vie des gens, on fait des graphes sur la mortalité, la natalité, c'est pas drôle. On aimerait avoir, je sais pas, plus de contacts. Les coutumes aussi. Puis discuter des problèmes qu'il y a dans ces pays. Parce que ça, vous ne le faites pas? Non, absolument pas. Mais vous n'avez pas l'impression que si vous participiez un peu plus à la leçon, ça irait mieux? Mais ça nous intéresse pas. Vous pourriez susciter vous-même l'intérêt pour ces leçons. Mais justement, c'est des leçons qui ne nous intéressent pas tellement sur ces roches. Ce serait sur un sujet passionnant, on y mettrait énormément de vie. Est-ce que vous avez déjà essayé de demander à la direction ou au professeur ce que vous aimeriez qu'on vous enseigne? Non. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Parce qu'ils doivent suivre un programme. Ils ont le programme à suivre, puis le reste, ça leur est complètement égal. J'ai l'impression qu'ils sont cloués sur le programme et que vous êtes cloués sur le programme. Et vous aussi, vous aimeriez une autre forme de géographie? Oui, je pense. Ça peut être plus intéressant d'étudier la vie des gens, leur comportement, que justement des roches ou des trucs dans le genre. C'est pas intéressant. C'est tellement intéressant, la géographie physique. Vous préférez la géographie politique? Oui. Ou économique ou humaine? Et puis vous parlez d'acter en classe aussi, mais on n'est qu'une classe de filles, c'est ça qui fait aussi le problème. Vous êtes une classe de filles, pourquoi? Parce que vous êtes une classe de pédagogique et Non, il y a une autre classe de pédagogique. Et puis il y avait... Dans la même classe, c'est ridicule. Déjà l'année passée. Oui, déjà l'année passée. Vous avez demandé d'être une classe mixte. Oui. Et puis on a refusé, pourquoi? On vous l'a dit. Les problèmes d'horaire. Pour les travaux manuels. Alors ce qui est valable pour une classe n'est pas pour l'autre, si je comprends bien. Non, parce que dans une classe où il y a des garçons, c'est quand même plus vivant. Ils se gênent moins peut-être. Parce que vous croyez qu'une leçon de géographie comme celle-là serait plus vivante avec la présence de garçons? Mais pas seulement les leçons de géographie, les leçons de littérature, d'allemand. Les garçons engagent des discussions, tandis que nous, pas tellement. On se gêne. Vous êtes sur la réserve? Oui, voilà. Parce tandis que les garçons, ils y vont carrément. En parlant avec vos camarades, vous savez que dans l'autre classe où il y a des garçons, c'est plus vivant l'enseignement? Puis les professeurs nous disent, on dit qu'on est une classe. Une classe? Ils se plaignent un peu parce qu'on ne dit pas grand-chose. Il n'y a que le professeur qui fait sa leçon, puis nous on l'écoute tout le monde. Et vous allez rester ainsi une classe de filles jusqu'au baccalauréat? Non. C'est vrai que vous vous ennuyez ici? Absolument. Enfin, du matin à 8h10 jusqu'à midi, de 2h jusqu'à l'heure où je sors du gymnase.
Mais tout à l'heure, dans une classe, vous n'aviez pas l'air de vous ennuyer. Ben, je pense que je finis par plus avoir l'air de m'ennuyer parce que j'ai tellement l'habitude de m'ennuyer que ça se voit même plus. Quoi. Vous étiez dans l'ancien gymnase. Oui. Ça a changé l'esprit, par exemple. J'en sais rien. Non, c'est exactement resté la même chose. Rien n'a changé. Vous n'êtes pas contente, en fait? Non, absolument pas. Mais vous n'êtes pas contente d'être gymnasienne ou bien du gymnase en tant que tel? Du gymnase en tant que tel. Et qu'est-ce que vous reprochez alors? D'être un élément profondément répressif, enfin, à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'on est complètement obligé à faire des tas de choses complètement inutiles, on nous enseigne des tas de choses complètement inutiles, et puis on oublie de nous enseigner des choses très importantes. Alors qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous enseigne? C'est-à-dire que je ne discute pas de ce qu'on nous enseigne parce que, disons que ça, c'est pas à moi de voir ce qu'il faudrait nous enseigner, mais il y a aussi la façon de nous enseigner. Mais il ne faut pas démolir le régime, c'est tellement bien l'enseignement. Mais vous trouvez aussi que c'est répressif le gymnase? Oui, tout à fait, je pense que toute instruction est répressive de toute façon, vu qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, vu qu'on nous oblige à faire des tas de choses qui nous ennuient, qui ne nous intéressent pas, mais vu qu'on est là pour les notes, il faut les faire, c'est tout. Parce qu'on encaisse, et puis on continuera d'encaisser. On pouvait penser que dans un gymnase, gymnase moderne comme celui-ci, c'était une maison ouverte. Enfin, ouverte, c'est pas le bâtiment qui fait. L'enseignement reste le même comme partout, ils ne peuvent pas faire un enseignement différent. De toute façon, il faudra changer l'enseignement, c'est pas le bâtiment qui le changera. Vous avez déjà fait combien d'années de gymnase? C'est ma 4e. Et en 4 ans, vous n'avez pas vu de changement, c'est toujours la même chose. Je ne pense pas que ça vienne des professeurs, je ne pense pas du tout. C'est l'enseignement lui-même. Vous l'imaginez comment alors, si vous deviez l'organiser cet enseignement? J'ai aucune idée. Je pense que de toute façon l'enseignement ça sert à rien parce qu'on n'en a rien de plus une fois qu'on a un bac et puis. Vous êtes un peu sévère quand même, non? Ça sert un bac? Ça sert un bac, ça reste à prouver, c'est-à-dire que on sort d'un bachot et puis on nous offre des tas de possibilités et puis on continue, quoi. Et puis on continue et puis après on a un métier et puis on continue. C'est toujours la même chose, enfin. Après, on continue de continuer. Exactement, on continue de continuer. Mais disons qu'on ne peut pas dire que moi je verrais tout à fait des possibilités d'avoir un enseignement un peu plus intéressant. Enfin, il y a des expériences qui se font en Angleterre d'enseignement complètement libre, par exemple. Enfin, on peut parler de Neil, par exemple, d'enseignement absolument pas répressif et complètement libre. Mais il ne faudrait pas commencer au gymnase, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait repenser absolument toutes les structures scolaires depuis la première année d'école primaire et même avant, quoi. Vous avez entendu votre camarade, là, elle est plutôt pessimiste. Hein? Oui, tout à fait, c'est son genre. Vous êtes aussi pessimiste? Moi? Mais lui, il rayonne d'optimisme. Non, je suis pessimiste que... Enfin, plus optimiste, hein? Oui, beaucoup. Vous reprochez aussi quelque chose à l'enseignement en général ici au gymnase? Beaucoup. Disons que c'est difficile de mettre des critiques. Enfin, c'est beaucoup quand même... Je trouve que c'est quand même beaucoup plus libéral que dans certains autres gymnases. Vous en avez connu d'autres? Non, mais j'en ai entendu parler par oui dire. Certains camarades dont je crois que l'opinion est valable. Par exemple, je crois qu'au gymnase Neuchâtel, ils sont quand même beaucoup plus serrés que nous. C'est plus libéral ici? C'est beaucoup plus libéral ici, oui. Mais il me semble que ce que tu mets en cause là, c'est pas l'enseignement lui-même, c'est la formule qu'adoptent les professeurs pour enseigner. Alors que je soulignais que les professeurs, je pensais que du point de vue des professeurs, ça marchait parce qu'on peut avoir passablement de contact avec eux, on peut facilement discuter. Simplement, c'est l'enseignement lui-même qu'il faudrait revoir. Vos camarades trouvaient l'enseignement ennuyeux. Il vous ennuie l'enseignement? Les matières qu'on étudie? Oui. Bon, écoutez, ça n'a jamais été joyeux, les études. Vous vous amusez? Vous contestez aussi cette forme d'enseignement, elle est trop vieille. Hein. Mais vous arriveriez à proposer des solutions pour la rajeunir? Justement, pas alors. Mais c'est peut-être comme l'école absolument libre, comme elle proposait. Mais ça, c'est très utopique, une fois de plus. C'est impossible. Enfin, parce que je pense que c'est impossible parce qu'on est habitué déjà par notre famille à être réprimé en un certain sens. L'autorité des parents, quoi qu'on en dise, ça compte. Et puis on continue. On entre dans un gymnase, on continue d'être réprimé par l'enseignement et puis on continue toute notre vie. Alors c'est la société totale qu'il faut changer. Ça c'est impossible et puis... Et le style a tout de même changé parce qu'on ne vous donne plus le cours magistral traditionnel, vous pouvez participer. Oui, bien sûr,
c'est d'ailleurs un des seuls avantages. Je sais pas, par exemple, l'histoire, on a un prof très libéral, mais c'est quand même toujours ennuyeux de l'apprendre, enfin, je sais pas. Être suisse, c'est donc avoir un père suisse. Et qu'est-ce qui se passe alors si, par malheur, le père étant inconnu, il n'y a qu'une mère connue? Est-ce que l'enfant est suisse pour autant? Non. Non? Ah, ça dépend. Si la mère est suisse, il est suisse. Mais alors, quelle est la commune d'origine? Puisqu'on avait dit avant que la commune d'origine, elle est donnée par le père. La commune d'origine de la mère, parfait. Ceci seulement depuis un siècle, parce qu'avant, les bâtards étaient considérés comme des apatrides à l'intérieur du pays, donc des Heimatlos. Ça, on l'a déjà vu une fois. Mais alors, au cas où on trouve un petit garçon tout noir de peau, dans le pré, ici à côté, abandonné, on ne voit ni le père ni la mère, qu'est-ce qu'il est? Il est Heimatlos, il est apatride. Non. Bon, il est chauffronnier. Mais alors là, vous faites introduire un autre droit. C'est qu'on avait dit avant que le Suisse était suisse par le droit du père, par le jus patris. Or, le père, vous ne le trouvez pas dans le pré. Vous ne pouvez pas dire que c'est le pissenlit à côté de lui qui l'a mis au monde. Donc, résultat, vous devez trouver un autre droit qu'on appelle le jus soli. Alors, traduisez, jus soli, ça fait quoi? Droit du sol. Maintenant, les autres pays qui nous entourent. Est-ce qu'on est italien parce qu'on est en Italie ou parce qu'on a un père italien? Ou pour les deux? Parce qu'on est en Italie. Parce qu'on est né en Italie. Mais aussi parce qu'on a un père quand même. Parce qu'un petit Italien qui naît en Suisse, il n'est pas suisse, puisque le jus soli n'existe pas. Il est forcément italien. Donc le droit du père existe toujours, mais le droit, disons, du lieu de naissance n'existe que dans certains pays, dans tous les pays, sauf un qui est la Suisse. Est-ce que le professeur choisit? Il choisit en grande partie, surtout au gymnase de la Chaux-de-Fonds. Il est très libre dans la manière dont il établit lui-même les programmes. Il est plus libre que les autres? Le professeur d'histoire? Oui. Ah oui, parce que le programme sans ça s'arrêtait en 1848, quand je suis arrivé ici, puis maintenant on fait plutôt le XXe siècle. Et puis l'instruction civique, c'est moi qui l'ai demandé, parce qu'effectivement, ils en font un quatrième, mais il y en a peut-être un ou deux qui en ont fait. Et pour la plupart, ils ne savent absolument pas de quoi ils retournent à l'âge où ils vont devenir citoyens. Si bien que c'est une heure qui a été donnée pour répéter effectivement pour certains, mais c'est excessivement rare qu'ils répètent quelque chose. Et ça les intéresse? Ça devrait les intéresser, mais vous savez, les questions civiques et politiques, en général, ça c'est ce qu'on a fait avant, c'est quelques généralités. Puis ensuite, on prend par exemple des grands problèmes suisses. Les grands problèmes suisses, ils sont nombreux. Il y a des questions des universités qui les concernent directement. Il y a des questions de la santé publique. Ça les concerne moins directement encore à cet âge-là, avec AVS et tout le reste. Il y a les questions de péréquation financière. C'est encore plus technique. Mais il faut qu'il y ait un début d'information et je dirais surtout une terminologie. En gros, à 18 ans, il y a certains mots qu'on acquiert. Et après, quand on les lit dans un journal, eh bien, ce n'est pas du chinois. Selon vous, il est donc nécessaire de donner à cet âge-là déjà un certain nombre d'informations théoriques? Ah, mais je ne vois pas. Alors, à cet âge-là, c'est des gaillards qui vont rentrer à l'Uni bientôt. S'ils étaient à l'école primaire, il y avait 10 ans, on pourrait leur faire un petit dessin, mais il y en a qui vont faire des études de droit. Alors, si on ne leur donne pas une formation théorique, ils arrivent aux études de droit complètement paumés.
je rappelle qu'il y a 4 grands groupes importants de bactéries. Tout d'abord, celles qui ont une forme de grain ou de sphère, ce sont les coques. Ensuite, celles qui ont une forme de bâtonnet droit, ce sont les bacilles. Celles qui ont une forme de bâtonnet courbe, les vibrions. Et quatrièmement, celles qui sont spiralées et qu'on appelle des spiriles. Alors, vous aurez une série de préparations qui vous permettront d'observer ces différents types de formes et en même temps, vous pourrez voir des bacilles qui sont pathogènes, dont on parle souvent. Ces bactéries sont fixées, colorées, bien sûr, elles ne sont pas vivantes. Nous verrons cela dans un autre laboratoire où nous pourrons étudier des bactéries vivantes, mais pour le moment, vous avez affaire à des préparations de bactéries fixées. J'aimerais que vous veniez chercher vos préparations, s'il vous plaît. Un tour de rôle en commençant par vous, s'il vous plaît. Oui. Un. Oui. Voilà. Je vous en prie. Voilà. Prenez n'importe quelle préparation. De toute façon, il faut en observer 9. Alors, vous mettez au point au faible grossissement. Vous devez distinguer des bâtonnets ou des petits grains colorés en violet ou en rouge. Vous passez à un plus fort grossissement, c'est-à-dire à l'objectif 10, à l'objectif 40. Ouais. Bon, alors vous faites votre dessin. Si quelque chose ne va pas, vous me le dites. Vous avez passé l'immersion? Ça va très bien. Voilà. Alors là, vous avez un très beau groupe de staphylocoques dorés. Vous avez passé l'immersion? Ben, il faut essayer. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Et maintenant, vous essayez de retrouver les bactéries. Les voici. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous photographiez là? Une bactérie. Bactéries de la pourriture. Vous mettez votre préparation au point. Et vous faites la photo. Voilà, et vous pouvez changer de préparation. Qu'est-ce que vous avez ici? Excusez-moi. Oui, alors vous avez du pu. Oui, bon. Petit. Bien long, tends bien tes pas. Bon. Tends bien tes pas. Ouais.
bien pressé. N'oublie pas de... Ouais, c'était meilleur. Ben, tu peux y aller, Gidon. Ouais. Ouais, c'était bon avant, continue. Ouais. Ouais, impeccable. Ouais, un peu tard. Vous êtes une classe de scientifiques. Vous passez votre bac quand? Dans 6 mois, 8 mois, mois de juin. Mois de juin? Oui. Et vous allez en classe de philo dans quel état d'esprit? Oh, disons en tant que scientifique, ça c'est mitigé. Hein. Je n'aime pas tellement, oui. C'est vrai? C'est une leçon assez relaxe vu que c'est pas tellement dans des branches qui compteront, donc on y va pour un peu se reposer. Ça détend après les disciplines scientifiques. Ouais. Surtout qu'on a pas mal d'heures par semaine. Mais vous avez participé quand même à ces leçons de philo. Les discussions que nous entament sont très vachement intéressantes. Alors, qu'est-ce que la liberté? Existe-t-elle? L'homme est-il libre ou est-il déterminé? En outre, qu'est-ce que nous enseigne, si vous voulez, l'autre question, qu'est-ce que nous enseigne la psychologie dans ce domaine? Voilà la discussion que je vous propose aujourd'hui. Alors je ne sais pas, je pense qu'il faudrait partir de votre situation concrète à vous, futur bachelier. Êtes-vous libre ou êtes-vous déterminé? D'avoir une liberté complète. Je pense que d'abord il faut la définir, de savoir à l'intérieur de quoi on est libre, à travers quoi on peut exercer une liberté. Dans le cadre d'études où il y a des restrictions, des règlements à respecter, par le fait même qu'il y a un bachot, qu'il y a un examen à subir, je ne pense pas qu'on peut se sentir absolument libre. Ouais. La liberté, la notion de liberté attachée à des notions de choix. Donc, on était plus ou moins libre d'avoir le choix d'entrer au gymnase, de suivre la voie des études. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est jusqu'à quel point ce choix est vraiment un choix personnel ou bien un choix qui est déterminé par certains facteurs. Alors, le problème maintenant est autre, n'est-ce pas? On l'a élargi un petit peu. Est-ce que le choix que vous avez fait lorsque vous êtes entré au gymnase, par exemple, ou est-ce que le choix que vous faites, des choix qui sont censés déterminer votre vie, est-ce que ces choix, vous les faites en toute liberté? Est-ce que l'homme peut choisir en toute liberté ses actes? Vu qu'il y a un choix, il faut se baser sur certains critères pour choisir une voie. Et je pense que dans notre cas du gymnase, eh bien, on a plusieurs possibilités, mais pas toutes, je pense. Par le fait qu'on a telle école à suivre, ou bien telle autre, ou bien faire ci, faire ça. Je ne sais pas si on a tout, en fait. La liberté, ça serait d'avoir tout, c'est presque impossible, en fait. C'est le moment où on a compris le mécanisme du labyrinthe, où on cherche absolument à le comprendre, que ce soit un labyrinthe intérieur ou bien un labyrinthe des choses qui nous entourent. À partir du moment où on peut le recréer, je pense qu'on peut autant se sentir libre dans un gymnase où il y a des contraintes que tout d'un coup pas libre au milieu de la rue un après-midi de congé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou parce que le labyrinthe s'est recréé complètement. À partir du moment où on l'a démonté, on se l'est recréé pour soi, je pense que la notion de liberté, c'est peut-être pas seulement une notion personnelle. Au fond, c'est les critères subjectifs qui vont changer d'une personne à l'autre. C'est un sentiment, on se sent libre ou on se sent pas libre. Et de dire, bon, il y a des critères peut-être généraux, mais dire à quelqu'un, t'es libre, t'es pas libre, au fond, c'est lui qui le sent ou qui le sent pas. Oui, Bismillah. Il me semble que du fait même qu'on soit dans le labyrinthe et qu'on dépende donc le labyrinthe, qu'est-ce que c'est? C'est la société. Donc on dépend de la société. Ce fait même prouve qu'on n'est pas libre. Le fait d'être savoir si justement dans la société il nous est possible de choisir
telle ou telle voie. Et alors, dans ces conditions, la liberté serait une notion toute relative, c'est-à-dire on est en même temps pas libre, on est en même temps libre, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple de la Terre, par rapport à l'homme, elle est grande, mais par rapport à l'univers, elle est petite, donc la liberté serait de même libre au milieu de la société, mais pas libre par rapport à la société. Donc il y a deux notions, hein. On voit qu'il y a deux notions qu'on aborde. D'une part, il y a la notion de liberté dite intérieure, n'est-ce pas? Et d'autre part, la notion d'absence de liberté à l'extérieur. Alors on est libre dans la mesure où, dites-vous, on comprend, c'est un peu ce qu'a dit Christ tout à l'heure, n'est-ce pas? On est libre dans la mesure où on comprend qu'on ne l'est pas. L'homme est libre dans la mesure où il constate ses limites et il constate son absence de liberté à l'extérieur. Ce que je cherche de faire dans mes leçons de philosophie, c'est d'abord de faire discuter les élèves, de leur faire surtout réfléchir, de leur donner d'abord une certaine conscience des problèmes, que les problèmes existent, et ensuite de leur donner des moyens autonomes de penser et de réfléchir à ces problèmes. Vous avez abandonné le classicisme en philosophie. Moi, je ne l'ai pas abandonné, mais ce que je fais surtout, c'est-à-dire que je prends un thème de réflexion. Ça peut être la liberté, ça peut être conscience et inconscience, ça peut être toute une série de problèmes dits philosophiques. Et à partir de ces problèmes-là, on essaye de les résoudre en se documentant. Et on ne part pas, disons, Descartes, et on n'étudie pas Descartes en tant que tel, mais on étudie Descartes, on étudie la philosophie classique à partir d'une philosophie, d'un thème. Vous avez une option pragmatique, en fait. Oui. Je pense qu'il faut partir des intérêts des élèves. Il est difficile, en tout cas aujourd'hui, de leur faire avaler le langage, la philosophie, l'histoire de la philosophie, comme ça. Autrement dit, selon vous, la philosophie du type classique, elle ne passe plus dans une maison comme celle-là? Je pense qu'elle ne passe plus. Je pense que maintenant, il faut cesser, d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est ça la philosophie. La philosophie, c'est une réflexion, quelle qu'elle soit. Vous avez choisi cette manière-là, cette discussion ouverte sur des thèmes choisis, mais il pourrait exister d'autres manières de rénover l'enseignement de la philo. Oui, il pourrait exister d'autres manières. Déjà, cette manière qui est encore conventionnelle, n'est-ce pas, d'enseigner la philo, une des meilleures manières, ce serait d'organiser des groupes de travail où chacun aborderait ou étudierait dans son coin le problème qui l'intéresse et rapporterait ensuite à l'ensemble de la classe ce qu'il a découvert. C'est ce que j'ai essayé de faire justement à propos de ce thème de la liberté. D'abord, c'est une classe scientifique, n'est-ce pas? Et la classe scientifique n'a pas les mêmes motifs, les mêmes intérêts qu'une classe littéraire. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de les accrocher à ce problème-là, en partant des sciences également, et en les faisant travailler, en leur faisant faire des expériences. Certains font des expériences biologiques sur la mémoire chez les poissons et les vers. C'est des expériences qui ont déjà été faites ailleurs, mais ils voient par eux-mêmes. Et ils peuvent, à partir d'une expérience, avoir une réflexion sérieuse sur des problèmes philosophiques. Et cette réflexion tout à fait pratique à propos de philosophie, est-ce que vous en avez déjà vu des résultats, les payantes? L'intérêt des élèves, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un résultat très payant. Une année de philosophie au gymnase, à raison de 2 heures par semaine, actuellement, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de notes. Et là, c'est une des caractéristiques du gymnase d'A Chaux-de-Fonds. La philosophie sans la carotte, qui est la note, et c'est très agréable. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est très agréable de travailler sans que les élèves ne travaillent uniquement pour la note. Et là, il y a vraiment l'effort gratuit. Vous avez le sentiment que cette manière de procéder aide à l'ouverture d'esprit d'un scientifique, par exemple, qui n'est pas amené naturellement à se poser des questions sur tel ou tel aspect de son existence? Je crois que c'est fondamental. Je crois que c'est fondamental. Il réfléchit au pourquoi de la science, et il réfléchit à une série de questions qu'il n'a peut-être pas l'occasion d'envisager dans le cadre très précis de sa formation scientifique. C'est presque devenu un lieu commun de dire que maintenant, les sciences exactes, en allant très loin, se rapprochent souvent de la philosophie. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il va peut-être leur manquer alors une base classique, une base tout à fait, disons, scientifique de la philosophie, avec les définitions propres et fondamentales de la philosophie? Ils ont surtout de la philosophie des sciences en 2e année,
dans laquelle ils abordent toute une série de ces problèmes, disons, de la philosophie classique, de la naissance des sciences et de la philosophie par rapport à la science. Et je crois que là, ils ont une formation, disons, préalable, qui n'est pas tout à fait la même que celle que je leur inculque ici. Est-ce que le professeur de philo peut encore conserver disons, son enthousiasme de professeur en philosophie dans un gymnase comme celui-ci, avec des scientifiques, avec certaines mutations? Je crois que c'est passionnant, je crois que c'est la seule... Je vous dis, c'est une des leçons, pour moi, les plus intéressantes, parce que c'est la leçon gratuite, qui dépend uniquement de l'intérêt des élèves. Et c'est là qu'on peut faire disons, qu'on a enfin un échange une discussion, un échange de vues avec les élèves. Je crois que c'est là qu'on a un contact. Regardez-moi un petit peu plus qu'on travaille ensemble. Hein, vous le savez par cœur, presque, cette histoire. Vous savez, le public n'a aucune idée de ce que c'est que la musique concrète. Il faut que le rythme soit vraiment expressif. C'est un rythme de polonaise, cette histoire. Hein. Tcham, paradam, pam, pam, pam. Et cette polonaise se met en route petit à petit. C'est du rythme à l'état pur. Alors, il faut que ce rythme soit très précis, sinon ça ne veut rien dire. On recommence. S'il vous plaît. C'est un peu raté. Ça a freiné. Hein. J'aimerais que ce rythme de polonaise reste imperturbable jusqu'à la fin. Tu ne ralentis pas avec les clous. Il ne faut pas que ça risque de partir lentement. Alors on y va. Départ des clous. 2, 3. Il faut que j'aimerais avoir des vaches et des moutons qui aient du rythme un peu, s'il vous plaît. On recommence la deuxième ligne, l'entrée des cloches. Deuxième ligne, l'entrée des cloches. Deuxième ligne, la page, s'il vous plaît. 2, 3. Les marceaux. Ensemble, très ensemble. Oui, tous les 3 dernières mesures. 2, 3.